Le private equity n'est pas une forme de casino financier, ni un outil réservé aux banquiers d'investissement dans des tours de Babel. C'est un modèle d'investissement structuré où des fonds collectent des capitaux auprès d'investisseurs institutionnels comme des fonds de pension, des assurances ou des familles fortunées pour acquérir des entreprises non cotées, les améliorer activement, puis les revendre avec un profit significatif. Contrairement à ce que l'on croit, il ne s'agit pas d'acheter des startups prometteuses avec de l'argent facile. Il s'agit d'acheter des entreprises existantes, souvent sous-performantes, avec un potentiel caché, et de les transformer en machines à générer des flux de trésorerie stables. Les fonds de private equity n'ont pas pour objectif de faire exploser les entreprises, mais de les rendre plus efficaces, plus rentables, plus professionnelles. La plupart des personnes confondent private equity et venture capital. Le venture capital investit dans des jeunes entreprises à haut risque, souvent sans revenus, en échange d'une part du capital. Le private equity, lui, travaille sur des sociétés déjà opérationnelles, avec des chiffres d'affaires confirmés, des clients récurrents, et parfois même des dettes mal gérées. C'est cette différence fondamentale qui explique pourquoi les rendements sont plus prévisibles, et pourquoi les grands patrimoines privés y ont recours depuis des décennies. Le secret ? Ils ne spéculent pas sur des tendances. Ils investissent sur des actifs tangibles, avec une stratégie claire de transformation opérationnelle. Les fonds de private equity ne sont pas des institutions anonymes. Ils sont dirigés par des professionnels ayant travaillé dans la gestion industrielle, la logistique, la finance d'entreprise ou la restructuration. Leur compétence principale n'est pas la lecture des graphiques boursiers, mais la capacité à identifier les leviers de performance. Réduction des coûts inutiles, optimisation des chaînes d'approvisionnement, digitalisation des processus, ou encore refonte de la gouvernance. Ces actions ne sont pas spectaculaires, mais elles génèrent des gains concrets et durables. Ce modèle fonctionne parce qu'il repose sur une logique simple. Si une entreprise génère 5 millions d'euros de cash flow annuel, et qu'elle est vendue à un multiple de 6 fois, elle vaut 30 millions. Si, après 2 ans d'amélioration, son cash flow passe à 7 millions, le même multiple la valorise à 42 millions. Le profit ne vient pas de la bourse, mais de l'efficacité interne. Et c'est là que réside la véritable méthode secrète. Transformer la réalité opérationnelle, pas les attentes du marché. Beaucoup pensent que le private equity est réservé aux milliardaires. En réalité, les petits investisseurs peuvent y accéder indirectement via des fonds d'investissement spécialisés, des SCPI de private equity, ou des plateformes de crowdfunding immobilier structuré. Ce qui compte, ce n'est pas la taille du capital initial, mais la compréhension du mécanisme. Celui qui comprend comment on crée de la valeur par la gestion active, et non par la spéculation, possède un avantage durable. Les médias présentent souvent le private equity comme un système opaque. Pourtant, la transparence existe. Chaque fonds publie des rapports annuels détaillés à ses investisseurs, incluant les indicateurs clés de performance, IRR, DPI, TVPI, les étapes de la transformation et les résultats financiers. Ce qui est caché, ce n'est pas le fonctionnement, mais la complexité technique. C'est cette complexité qui filtre les amateurs et attire les professionnels. Il n'existe pas de formule magique pour réussir en private equity. Mais il existe une méthodologie éprouvée. Identifier une entreprise avec un bon cash flow, une structure de dette inefficace, une équipe managériale sous-optimisée, puis appliquer un plan d'action précis sur 3 à 5 ans. Tout le reste, marketing, communication, impression de luxe et du décor. Ce qui compte, c'est la qualité de l'exécution opérationnelle. Les grandes firmes comme Blackstone, KKR ou Carlyle ne gagnent pas parce qu'elles ont plus d'argent. Elles gagnent parce qu'elles ont des équipes dédiées à la transformation d'entreprises, avec des experts en RH, en IT, en supply chain, et en fiscalité intégrée au sein même du fonds. Ce n'est pas un fonds d'investissement. C'est une société de conseil opérationnel qui utilise le capital comme levier. En 2025, les entreprises qui survivront seront celles capables de s'adapter rapidement, de réduire leurs coûts fixes et de maximiser leur rentabilité par unité produite. Le private equity ne crée pas de richesse ex nihilo. Il la libère. Et ceux qui comprennent ce mécanisme ne cherchent pas à devenir riches en spéculant. Ils deviennent riches en construisant. La première étape vers l'enrichissement en private equity n'est donc pas d'investir. C'est d'apprendre à lire les comptes d'exploitation, à comprendre les ratios de rentabilité, et à identifier les entreprises qui génèrent du cash mais ne le dépensent pas bien.
C'est là que commence tout vrai investissement intelligent. Les fonds de private equity ne cherchent pas les entreprises les plus connues. Ils cherchent celles que personne ne voit. Des PME familiales avec un chiffre d'affaires stable de 15 à 100 millions d'euros, qui n'ont jamais eu besoin de lever de capital, dont le dirigeant est fatigué et qui n'ont pas de plan de succession. Ce sont ces entreprises-là qui représentent 80% des cibles. Elles ne sont pas sur les pages de Forbes. Elles sont dans les zones industrielles périphériques, dans les villes moyennes, dans des secteurs peu glamour. La sous-traitance mécanique, la distribution locale, la maintenance industrielle, la logistique régionale. Pourquoi ces entreprises? Parce qu'elles sont sous-capitalisées. Leur dirigeant a probablement emprunté sur son patrimoine personnel pour financer l'expansion. Il n'a pas de directeur financier. Pas de système de reporting. Pas de contrôle budgétaire. Et pourtant, elles génèrent un cash flow positif. C'est exactement ce que veut un fonds de private equity. Une machine à produire de l'argent, mais mal entretenue. L'identification de ces cibles se fait par des réseaux très fermés. Des conseillers en fusion-acquisition, des comptables spécialisés en transmission d'entreprise, des avocats d'affaires, des courtiers en financement. Ils connaissent les dirigeants qui envisagent la retraite, les enfants qui ne veulent pas reprendre, les partenaires qui se disputent. Ces informations ne sont pas publiques. Elles circulent en privé, dans des salons professionnels, lors de dîners d'anciens élèves d'écoles de commerce, ou via des plateformes B2B spécialisées. Un fonds ne va jamais acheter une entreprise parce qu'elle a du potentiel. Il achète parce qu'il peut prouver, avec des données, que le cash flow peut augmenter de 25 à 40% en 24 mois. Pour cela, il réalise un due diligence approfondie. Analyse des contrats clients, vérification des fournisseurs, audit des coûts fixes, évaluation des stocks, contrôle des dettes, examen des contrats de location, des obligations fiscales, et même des conditions de travail des employés. Tout est vérifié. Aucune erreur n'est tolérée. Durant cette période, le fonds teste la viabilité de son plan d'amélioration. Il simule l'impact de la réduction de 10% des coûts logistiques ou de la centralisation des achats. Il calcule combien de temps prendrait la digitalisation du service client ou la formation de l'équipe de vente. Chaque hypothèse est validée par des données réelles. S'il n'y a pas de preuves concrètes, le projet est annulé. Les entreprises ciblées n'ont souvent pas de site web professionnel, pas de présence sur LinkedIn, et ne répondent pas aux appels d'offres en ligne. Elles vivent de relations locales, de contrats récurrents, et d'un savoir-faire ancien. C'est ce qui les rend invisibles aux algorithmes, mais parfaites pour les investisseurs qui savent regarder au-delà du numérique. Le critère numéro 1 n'est pas la croissance du Canada, mais la stabilité du cash flow. Une entreprise qui gagne 3 millions d'euros par an depuis 7 ans, avec des clients fidèles, est plus précieuse qu'une start-up qui brûle 5 millions pour atteindre 10 millions de Canada. Le fond, c'est que la rentabilité durable vaut mieux que la croissance artificielle. Ils évitent les secteurs en pleine disruption technologique, comme les crypto-monnaies ou les IA générales, parce que la volatilité est trop élevée. Ils préfèrent les industries traditionnelles avec des barrières à l'entrée. La fabrication de pièces techniques, la distribution de produits médicaux, la gestion de flottes automobiles, la maintenance de centrales thermiques. Ces secteurs ne changent pas vite, mais ils génèrent des revenus constants. Les fonds utilisent des outils de data mining pour analyser les déclarations fiscales, les insolvabilités, les mutations de direction et les changements de statut juridique. Ils croisent ces données avec des bases de données commerciales comme Infogreffe, Sirène ou Dun & Bradstreet. Ce n'est pas de la surveillance. C'est de l'analyse stratégique. Et cela se fait en amont, bien avant toute approche. Une entreprise peut être qualifiée de cible idéale si elle remplit 4 critères. 1. Cash flow positif et prévisible. 2. Structure de dette faible ou mal gérée. 3. Équipe managériale compétente mais sous-dimensionnée. 4. Potentiel d'optimisation des coûts supérieur à 15%. Si l'un de ces éléments manque, la transaction est abandonnée. Pas de compromis. Les entreprises que vous voyez sur les réseaux sociaux comme « entreprises à acheter » sont presque toujours des arnaques. Les vraies cibles ne sont pas vendues sur eBay Business ou LinkedIn. Elles sont transmises par des notaires, des conseils en transmission ou des cabinets de conseil en M&A. Leur prix est négocié en privé, avec des clauses de confidentialité strictes. Si vous voulez comprendre comment les riches identifient les bonnes affaires, arrêtez de chercher des startups. Cherchez les petites usines, les ateliers familiaux,
les distributeurs régionaux, les fournisseurs de niche. Ce sont eux qui forment le cœur du private equity moderne. Et ce sont eux que les fonds achètent, non pas parce qu'ils sont innovants, mais parce qu'ils sont solides. La première phase est l'approche confidentielle. Le fonds identifie une cible, contacte le dirigeant via un intermédiaire neutre, généralement un conseiller en transmission, et signe une lettre d'intention, LOI. Cette lettre n'est pas contraignante, mais elle bloque toute autre négociation pendant 60 à 90 jours. Elle fixe le cadre de la transaction, prix estimé, structure proposée, délai, et clause de confidentialité. Puis vient la due diligence. C'est la phase la plus critique. Une équipe composée d'avocats, de comptables, de consultants en opération et d'experts en ressources humaines pénètre dans les systèmes internes de l'entreprise. Ils analysent tous les contrats clients, les factures fournisseurs, les déclarations fiscales, les bilans, les plans de carrière des employés, les contrats de bail, les brevets, les licences, les litiges en cours et même les emails internes. Tout est vérifié. Aucune erreur n'est tolérée. Durant cette période, le fonds teste la viabilité de son plan d'amélioration. Il simule l'impact de la réduction de 10% des coûts logistiques ou de la centralisation des achats. Il calcule combien de temps prendrait la digitalisation du service client ou la formation de l'équipe de vente. Chaque hypothèse est validée par des données réelles. S'il n'y a pas de preuves concrètes, le projet est annulé. La troisième phase est la négociation finale. Le prix proposé initialement est ajusté en fonction des découvertes de la due diligence. Si des dettes cachées sont révélées, le prix baisse. Si des opportunités d'économie sont plus importantes que prévues, le prix peut augmenter légèrement. Les termes du financement sont aussi discutés. Quelle partie est payée en espèces? Quelle partie est financée par une dette bancaire? Quelle part du capital est conservée par le dirigeant fondateur? La quatrième phase est la structure juridique. Le fonds crée une nouvelle holding, souvent domiciliée en France ou au Luxembourg, pour absorber l'entreprise cible. Cela permet d'optimiser la fiscalité, de séparer les risques et de faciliter la future revente. L'entreprise acquise devient une filiale 100% détenue. Son nom peut rester inchangé, mais son organe de décision change. Un board d'administration est mis en place, avec des membres nommés par le fonds. La cinquième phase est la transition opérationnelle. Le fonds introduit immédiatement un nouveau directeur général, souvent issu de son propre réseau de managers expérimentés. Il installe un système de reporting mensuel, des tableaux de bord financiers en temps réel, et un plan de performance basé sur des KPI précis. Marge brute, rotation des stocks, taux de rétention client, coût moyen d'acquisition. Le dirigeant fondateur peut rester, mais sous supervision stricte. La dernière phase est la mise en œuvre du plan d'action. Pendant les 3 premiers mois, le fonds met en place les changements identifiés pendant la due diligence. Réorganisation des équipes, renégociation des contrats fournisseurs, externalisation des tâches non stratégiques, automatisation des processus administratifs. Chaque action est suivie, mesurée et ajustée. Il n'y a pas de temps d'adaptation. Le changement est immédiat. Ce processus ne dure pas 6 mois. Il dure 4 à 6 semaines pour la phase d'approche, 8 à 12 semaines pour la due diligence, puis 2 à 4 semaines pour la finalisation. Au total, moins de 6 mois pour passer de l'idée à la prise de contrôle. Le rythme est intense, mais organisé. Il n'y a aucune place pour l'émotion, ni pour les rêves. Seul le calcul compte. Les entreprises acquises ne sont pas rachetées comme des objets. Elles sont réorganisées comme des machines. Le fonds ne cherche pas à sauver une entreprise. Il cherche à la rendre plus performante, plus rentable, plus attractive pour une future revente. Et pour cela, il faut des actions concrètes, mesurables et exécutées avec discipline. Ce qui différencie le private equity des autres formes d'investissement. Ici, l'investisseur devient opérationnel. Il ne donne pas de l'argent. Il apporte de la structure. Et c'est cette intervention active qui génère la valeur ajoutée et non la simple possession d'actions. Les fonds de private equity ne créent pas de valeur en inventant de nouveaux produits. Ils ne lancent pas de campagnes publicitaires massives. Ils ne font pas de levée de fonds sur TikTok. Ce qu'ils font, c'est bien plus simple, bien plus puissant et bien moins visible. Ils éliminent le gaspillage. La création de valeur dans le private equity repose sur 3 leviers universels. L'optimisation des coûts,
l'amélioration de la rentabilité par unité et la réduction du risque opérationnel. Chaque action menée par un fonds est conçue pour toucher l'un de ces 3 points. Pas un seul euro n'est dépensé sans retour mesurable. Le premier levier est l'optimisation des coûts. Cela ne signifie pas licencier à tort et à travers. Cela signifie analyser chaque dépense. Par exemple, une entreprise fabrique des pièces détachées pour l'industrie automobile. Elle a 12 fournisseurs différents pour des composants similaires. Le fonds regroupe les achats, négocie des contrats pluriannuels et réduit les coûts de 22%. Résultat, 1 200 000 € de cash flow annuel supplémentaire, sans toucher au volume de production. Le deuxième levier est l'amélioration de la rentabilité par unité. Cela implique d'augmenter le prix de vente ou de réduire le coût de production par produit. Dans une entreprise de distribution de matériel médical, le fonds réorganise le stockage. Il passe d'un système de stockage dispersé dans 4 entrepôts à un seul centre logistique automatisé. Le coût de distribution par colis chute de 35%. Le prix de vente augmente de 5% grâce à une meilleure traçabilité et à un service client premium. La marge brute passe de 28% à 41%. Le troisième levier est la réduction du risque opérationnel. Beaucoup d'entreprises familiales dépendent d'un seul client, parfois 60% du Canada. Le fonds diversifie immédiatement la base clientèle. Il embauche un commercial dédié, développe des canaux de vente en ligne ou intègre des marchés régionaux voisins. Le risque de dépendance tombe de 60% à 18%. La valeur de l'entreprise augmente parce qu'elle est moins vulnérable. Toutes ces actions sont documentées, chiffrées et suivies hebdomadairement. Il n'y a pas de projet pilote indéfini. Chaque initiative a un objectif chiffré, un délai et un responsable désigné. Si après 60 jours, les résultats ne sont pas atteints, le plan est révisé ou abandonné. Pas de place pour l'empirisme. Le fonds ne transforme pas l'identité de l'entreprise. Il en corrige les défauts. Il ne change pas la mission. Il renforce la capacité à l'exécuter. Il ne supprime pas les emplois. Il redéfinit les rôles. Il ne licencie pas les cadres. Il les forme. Il ne réduit pas les salaires. Il aligne la rémunération sur la performance. Dans une entreprise de service aux seniors, le fonds a remplacé les feuilles de temps manuscrites par un logiciel de suivi des prestations. Le résultat ? Moins d'erreurs de facturation, une augmentation de 15% de la productivité des aidants et une réduction de 30% des litiges avec les caisses de retraite. Cela n'a rien de révolutionnaire. Mais cela a généré 800 000 € de cash flow supplémentaires en 18 mois. Les fonds utilisent des consultants externes pour mettre en œuvre ces changements, mais seulement si le ROI est supérieur à 3 cents% sur 12 mois. Ils ne paient pas pour des rapports. Ils paient pour des résultats. Et ils exigent des preuves, fichiers Excel, capture d'écran, extraits de compte bancaire, témoignages clients. Ce n'est pas du coaching. Ce n'est pas du consulting. C'est de la gestion opérationnelle intensive. Et c'est cette intensité qui fait la différence. Les fonds ne sont pas des investisseurs passifs. Ils sont des gestionnaires actifs, avec un mandat clair, augmenter la valeur en 2 à 5 ans. La création de valeur n'est pas un miracle. C'est un ensemble de petites améliorations, appliquées avec rigueur, cohérence et discipline. Ce n'est pas la technologie qui crée la valeur. C'est la volonté de ne plus accepter le statu quo. Et c'est pourquoi, en 2025, les entreprises qui prospéreront ne seront pas celles qui ont le meilleur logo. Ce seront celles qui ont le meilleur contrôle interne. Les fonds de private equity n'achètent pas avec leur propre capital. Ils utilisent ce qu'on appelle le levier financier, un principe simple mais extrêmement puissant. Emprunter pour acheter, puis payer la dette avec les profits générés par l'entreprise acquise. Voici comment ça marche. Un fonds dispose de 100 millions € de capitaux propres. Il veut acheter une entreprise valorisée à 200 millions €. Il ne verse pas 200 millions. Il verse 70 millions de son propre argent et emprunte 130 millions auprès de banques ou d'investisseurs institutionnels. L'entreprise acquise devient garant de ce prêt. Ses actifs, ses flux de trésorerie, ses contrats servent de sécurité. Cela s'appelle une transaction LBO, leverage de buyout. C'est le modèle dominant dans le private equity. Et il fonctionne parce que les entreprises ciblées génèrent suffisamment de cash flow pour rembourser la dette, tout en laissant un surplus pour les actionnaires.
Par exemple, une entreprise rapporte 20 millions d'euros de cash flow par an. Le fonds l'achète pour 150 millions, avec 100 millions d'emprunts. Le taux d'intérêt est de 6%, soit 6 millions d'euros par an de charges d'intérêt. Le cash flow couvre largement cette charge. Il reste 14 millions. Sur ces 14 millions, une partie est réinvestie dans l'entreprise, et le reste est distribué aux actionnaires, le fonds. Au bout de 3 ans, l'entreprise a généré 60 millions de cash flow cumulé. La dette a été réduite à 60 millions. La valeur de l'entreprise a augmenté à 220 millions. Le fonds la revend. Il récupère 160 millions, 220 moins 60. Il avait investi 70 millions. Son profit, 90 millions. Soit un rendement de 128% en 3 ans. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de la finance structurée. Et ce qui rend ce modèle légitime, c'est que la dette est remboursée par l'entreprise elle-même, pas par le fonds. Le fonds ne risque pas son argent personnel. Il risque ses fonds d'investissement qui sont protégés par des clauses contractuelles strictes. Les banques accordent ces prêts parce qu'elles sont assurées par des actifs tangibles. Terrains, bâtiments, machines, brevets, contrats clients. Elles exigent des garanties réelles, des ratios d'endettement maîtrisés, exemple, DE3, et des projections de cash flow vérifiables. Elles ne prêtent pas à des startups. Elles prêtent à des entreprises solides, mais mal gérées. Les fonds utilisent plusieurs types de dettes. Des crédits bancaires classiques, des obligations corporatives, des prêts mezzanines, plus risqués, mais avec un taux plus élevé, et parfois des participations de fonds de crédit alternatifs. Chaque type de dette a un coût, un terme, et un niveau de priorité en cas de défaut. Le levier financier n'est pas un piège. Il est un outil. Comme un levier physique, plus vous avez de points d'appui, plus vous pouvez soulever de poids. Ici, le point d'appui est la capacité de l'entreprise à générer du cash. Plus cette capacité est forte, plus le levier peut être important. Les fonds ne cherchent pas à endetter excessivement. Ils respectent des seuils stricts. Un ratio des EBITDA inférieur à 5 fois est considéré comme sécurisé. Au-delà, le risque de faillite augmente. Les meilleurs fonds gardent toujours un buffer de liquidité pour faire face aux imprévus. Ce système est utilisé depuis les années 80. Il a permis à des entreprises comme Burger King, Hertz ou Dell de se transformer. Il est aujourd'hui standard dans l'industrie. Ce n'est pas une astuce. C'est une pratique professionnelle, régulée et transparente. Ce qui distingue les bons fonds des mauvais, ce n'est pas leur capacité à emprunter. C'est leur capacité à choisir des entreprises capables de rembourser cet emprunt et de le faire en augmentant leur rentabilité. En 2025, les fonds qui réussiront seront ceux qui maîtrisent le levier sans le surexploiter. Ceux qui comprennent que la dette est un outil, pas une solution. La sortie n'est pas une fin. C'est l'objectif ultime de toute transaction de private equity. Et elle se fait selon 3 modalités principales. La revente à un autre fonds, la revente à un concurrent, ou l'introduction en bourse, IPO. Chacune a ses avantages, ses délais, et ses conditions. La revente à un autre fonds est la méthode la plus courante. Elle représente environ 60% des sorties. Pourquoi ? Parce qu'un fonds ne garde pas une entreprise plus de 5 ans. Il l'achète pour la transformer, puis la revend quand elle est devenue plus performante. Un autre fonds, spécialisé dans un secteur similaire, achète alors l'entreprise pour continuer le travail. Le prix de vente est souvent 2 à 3 fois supérieur à celui d'achat. Le profit est réalisé, et le fonds retourne les capitaux à ses investisseurs. La revente à un concurrent est la deuxième méthode. Elle est particulièrement efficace lorsque l'entreprise acquise a développé une position géographique ou technologique unique. Par exemple, une entreprise de traitement de déchets industriels, acquise par un fonds, développe un procédé de recyclage breveté. Un grand groupe du secteur rachète l'entreprise pour intégrer cette technologie. Le prix est souvent très élevé, car le concurrent veut éliminer la concurrence. L'introduction en bourse, IPO, est la moins fréquente, seulement 15 à 20% des sorties. Elle est réservée aux entreprises très grandes, avec une croissance soutenue, une visibilité médiatique et une gouvernance ultra-professionnelle. C'est un processus lent, coûteux et régulé. Il nécessite 18 à 24 mois de préparation. Mais il permet de valoriser l'entreprise à un multiple beaucoup plus élevé, surtout si le marché est favorable. Les fonds ne vendent pas au hasard.
Ils choisissent le moment optimal. Ce moment est défini par 3 critères. 1. La performance financière a atteint un pic. 2. Le marché des fusions-acquisitions est actif. 3. Les taux d'intérêt sont stables ou en baisse. Si l'un de ces critères n'est pas réuni, la sortie est reportée. Le timing est crucial. Vendre trop tôt, c'est laisser de l'argent sur la table. Vendre trop tard, c'est risquer une récession, une hausse des taux, ou une perte de dynamisme. Les meilleurs fonds ont des équipes dédiées à la veille du marché, avec des algorithmes qui analysent les transactions comparables, les multiples d'achat, et les tendances sectorielles. La revente ne se fait pas en quelques semaines. Elle prend 4 à 6 mois. Le fonds engage un banquier d'investissement pour préparer un dossier de vente, contacter 30 à 50 acheteurs potentiels, organiser des meetings, effectuer une nouvelle due diligence et négocier les termes. Tout est structuré, tout est documenté. Le profit n'est pas instantané. Il est calculé en IRR, Internal Rate of Return, c'est-à-dire le rendement annualisé sur la durée totale de l'investissement. Un IRR de 20 à 25% est considéré comme excellent. Un IRR de 30% est exceptionnel. Et c'est ce que les investisseurs attendent. Ce qui est rare, c'est que les fonds gardent une participation après la sortie. Parfois, ils conservent 10 à 20% du capital pour profiter de la croissance post-vendue. Mais ce n'est pas la norme. Leur objectif est de liquider, de redistribuer et de réinvestir ailleurs. Les fonds ne sont pas propriétaires. Ils sont gestionnaires de capital. Leur mission est de transformer, puis de liquider. Leur succès se mesure en retour sur capital, pas en attachement affectif. En 2025, les sorties se feront de plus en plus via des plateformes digitales de trading privé, où des fonds d'investissement institutionnels achètent directement des parts d'entreprises non cotées. Ce n'est plus le domaine des grosses banques. C'est un marché mature, liquide et accessible aux investisseurs qualifiés. La sortie n'est pas une fin. C'est une transition. Et elle est la preuve que le modèle fonctionne. Investir, transformer, vendre, répéter. Le private equity n'est pas accessible à tout le monde. Mais il n'est pas non plus réservé aux milliardaires. Ce qui détermine votre accès, ce n'est pas votre fortune, mais votre statut juridique et votre niveau d'expertise. En Europe, notamment en France, seuls les investisseurs qualifiés peuvent participer directement à des fonds de private equity. Selon la réglementation MiFID II, un investisseur qualifié est celui qui 1. Possède un portefeuille d'actifs financiers d'au moins 500 000 euros, 2. Exerce une activité professionnelle dans le secteur financier, 3. Ou a réalisé au moins 10 transactions importantes sur les marchés financiers au cours des 4 dernières années. Cela exclut les particuliers ordinaires. Mais cela n'exclut pas les entrepreneurs, les dirigeants de PME, les médecins libéraux, les avocats, les notaires, les ingénieurs indépendants, ou les retraités avec un patrimoine consolidé. Il existe des solutions indirectes pour les investisseurs non qualifiés. Les SCPI de Private Equity permettent d'investir à partir de 10 000 euros dans un fonds qui, lui, investit dans des entreprises non cotées. Les performances annuelles varient entre 8 et 14%, avec une liquidité limitée, minimum 5 ans. Ce n'est pas du cash flow immédiat, mais c'est un accès réel. Les plateformes de crowdfunding immobilier structuré, comme Omunity ou Wized, proposent également des fonds de private equity combinés à des actifs immobiliers industriels. Ces fonds investissent dans des entrepôts logistiques, des bureaux de production ou des centres de distribution. Le rendement est souvent supérieur à 10%, avec une transparence complète sur les entreprises sous-jacentes. Les fonds d'investissement familiaux, les trusts, les holdings familiales ou les sociétés civiles de placement immobilier, SCPI, spécialisées sont d'autres canaux. Ils permettent de mutualiser les risques, de bénéficier d'une expertise externe et de contourner les barrières de seuil. Mais attention, il n'existe pas de fonds de private equity, pour les particuliers, accessibles sur YouTube ou Instagram. Tous les produits annoncés ainsi sont des arnaques. Les vrais fonds ne font pas de publicité. Ils sélectionnent leurs investisseurs. Et ils exigent des signatures notariées, des preuves de patrimoine et des entretiens individuels. Le vrai chemin pour investir en private equity en 2025 est le suivant. 1. Accumuler un capital minimum de 100 000 à 500 000 euros. 2. Travailler avec un conseiller financier indépendant certifié. 3. Choisir un fonds avec une performance historique vérifiable, au moins 5 ans d'historique. 4. Accepter la liquidité limitée,
bloqué 5 à 8 ans. 5. Comprendre que vous n'êtes pas un actionnaire, mais un contributeur de capital à un projet professionnel. Les rendements sont attractifs, mais ils ne sont pas garantis. Les fonds peuvent perdre de l'argent. Les entreprises peuvent échouer. Le marché peut se contracter. Ce n'est pas un placement sans risque. C'est un placement avec risque maîtrisé. Ceux qui réussissent ne cherchent pas la richesse rapide. Ils cherchent la stabilité durable. Ils comprennent que le private equity est un outil de construction de patrimoine, pas un jeu de casino. En 2025, les vrais investisseurs ne suivront plus les influenceurs. Ils suivront les données, les rapports annuels, les historiques de performance, les auditeurs indépendants. Ceux qui comprennent cela auront accès à un segment de marché qui génère 12 à 18% de rendement annuel moyen sur le long terme. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour entrer. Vous avez besoin d'être informé. Vous ne devenez pas investisseur en private equity en lisant des vidéos. Vous devenez investisseur en agissant. Voici les 5 actions concrètes, mesurables et immédiates que vous devez accomplir d'ici 90 jours pour vous positionner correctement. Action 1. Vérifiez votre statut d'investisseur qualifié. Consultez votre déclaration fiscale, vos relevés bancaires et vos contrats de placement. Calculez la valeur totale de vos actifs financiers, compte-titres, SCPI, obligations, parts de fonds, assurance vie en unités de compte. Si vous avez moins de 500 000 €, commencez à accumuler. Ouvrez un compte-titre si vous n'en avez pas. Investissez 5 000 € par mois dans des ETF ou des SCPI à faible risque. En 2 ans, vous atteindrez le seuil. Action 2. Formez-vous aux bases de la finance d'entreprise. Ne lisez pas des livres de psychologie financière. Lisez des manuels techniques, Financial Statement Analysis, de Martin Friedson, Valuation, de M.C. Kinsey, ou Private Equity, The Definitive Guide, de Paul Kedrowski. Suivez 3 cours gratuits sur Coursera ou edX sur Corporate Finance, Due Diligence et LBO Modeling. Passez 30 minutes par jour. En 60 jours, vous comprendrez les ratios clés. EBITDA, ROAC, IRR, DE. Action 3. Contactez un conseiller financier indépendant. Trouvez un conseiller certifié CFP symbole marque déposée ou diplômé de l'Institut français des conseillers en gestion de patrimoine. Posez-lui cette question. Quel fonds de private equity accessible aux investisseurs qualifiés recommandez-vous aujourd'hui en France? Ne vous laissez pas vendre un produit. Demandez les rapports annuels, les historiques de performance et les listes d'investissement. Comparez 3 propositions. Choisissez celle avec la transparence la plus élevée. Action 4. Identifiez une entreprise locale à potentiel. Allez voir les entreprises de votre région, ateliers, distributeurs, fournisseurs industriels. Notez leur nom, leur chiffre d'affaires, si vous le trouvez, leur nombre d'employés, leur localisation. Utilisez infogreffe.fr pour consulter leur bilan. Essayez de comprendre, ont-elles des dettes? Ont-elles un plan de succession? Peuvent-elles être améliorées? Vous ne les achèterez pas. Mais vous commencerez à penser comme un fonds. Action 5. Créez un dossier d'investissement personnel. Ouvrez un fichier Excel. Notez vos actifs, vos objectifs, vos connaissances acquises, les fonds que vous avez étudiés, les rendez-vous pris, les documents reçus. Mettez à jour ce dossier chaque semaine. En 6 mois, vous aurez un dossier plus complet que 90% des agents bancaires. Et vous serez prêt. Le private equity n'est pas un mystère. C'est un métier. Et comme tout métier, il se pratique, pas seulement on le comprend. Ceux qui réussissent en 2025 ne sont pas ceux qui ont lu le plus. Ceux qui ont agi le plus. Arrêtez d'attendre le moment parfait. Le moment parfait n'existe pas. Commencez maintenant. Aujourd'hui. Pas demain.